Hey, bienvenue sur la chaîne podcast Dev to be Curious ou re-bienvenue. Ça y est, on peut enfin repartir sur ça. Bon, ça fait une semaine et quelques que je n'ai pas pu faire de podcast et ça y est, on y est. Donc merci de votre patience. On va cette fois-ci redécouvrir qu'est-ce que je dis? On va redécouvrir Webpack dans sa dernière version, donc la 4.x. Et l'idée, c'est de pouvoir regarder un peu pourquoi c'est bien et pourquoi c'est quand même super vachement génial ce moteur. Mais l'idée, c'est d'arrêter d'en avoir peur. Parce qu'en fait, la plupart des développeurs et développeuses qui voient Webpack voient ça comme un moteur moto magique super génial de la mort qui tue, puis ils n'osent pas trop y toucher en fait. Alors qu'en fait, on peut quand même partir sur un principe que on peut réussir à l'appréhender comme n'importe quel bestiau et de se dire que à la fin, il peut peut-être devenir gentil avec nous. Alors c'est sûr, si vous faites du React par exemple et vous faites un eject et vous regardez le webpack qui a été généré, waouh, putain il est immense. Et il est assez impressionnant quand même. On voit qu'il y a du temps qui a été passé pour réussir à le générer et à le créer. Ouais certes, mais en fait réussir à apprendre à le lire, c'est déjà une bonne chose. Alors si vous voulez du concret de ce que je dis avec des exemples de code, je vous invite à aller voir l'article qui est lié à ce podcast, à cet épisode du podcast sur le blog Dev to be Curious. Ici, donc, on va voir un peu les points super géniaux de Webpack, comparé à son petit frère qui s'appelle Fusebox, quoi, petit frère, on va dire cousin, petit cousin même. Il est vachement bien Fusebox aussi, mais là, l'idée est en plus centrée sur TypeScript. Mais l'idée ici, c'est qu'on voit Webpack. Alors, Webpack, pourquoi c'est bien? Déjà, en fait, Webpack, c'est super simple à mettre en place au début. Vous créez un fichier webpack config.js et hop, ça y est, c'est génial. Ça fonctionne, ça fait ce qu'on veut. Il suffit de configurer l'entry, l'output et ça y est, on a ce qu'on veut en fait. Ça nous génère ce qu'on a besoin. C'est quand même génial, moi je trouve, non? Pas vous? En plus, la doc est vachement bien faite, je trouve, pour une documentation. Bon, en tout cas quand on commence. Après, ça peut devenir plus compliqué de choisir ce qu'on doit prendre, ce qu'on ne doit pas prendre, etc. Mais au début, c'est franchement cool. Et l'idée, c'est que il suffit de copier-coller ça dans un webpack config.js et ça y est, c'est fini. Vous avez entendu ce que j'ai dit? C'est pas du JSON de configuration, non, c'est pas comme le package JSON. Là, ici, en fait, on est sur du fichier JavaScript. Donc, c'est un fichier JavaScript. Et en fait, c'est du Node derrière. Donc, c'est quand même cool. Il y a du require et hop, c'est parti, on fait ce qu'on veut. Par exemple, si on a besoin de prendre le chemin par défaut, eh bien, on prend le package qui s'appelle path et en fait, ça y est, on peut récupérer un path.resolve et ça y est, on peut réussir à générer où on veut, dans quel dossier. Et youpi, c'est la fête. Moi, je trouve ça génialissime là-dessus. Donc, après, se sentir un peu à l'aise avec Node.js, mais je crois pas que c'est là le plus compliqué, Node.js, en tout cas dans ses débuts. Si, pareil, vous avez besoin, je pourrais vous en reparler dans un prochain épisode de Dev to be Curious ou dans un article. Voilà, ça y est, on a notre Webpack config. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec ça? Déjà, on peut se dire que c'est cool d'écrire du JavaScript, mais en fait, on connaît tout le merdier qu'il y a avec le JavaScript aujourd'hui. JavaScript, c'est un super langage et c'est un langage aussi totalement pourri pour moi. En fait, souvent, il est pris en compte pour ouais, c'est génial pour débuter en code. Moi, je trouve que c'est la première erreur, c'est de débuter en code avec le JavaScript. Parce qu'en fait, on se rend compte, on est confronté très rapidement à des erreurs comme le this, comme les contextes, etc. Et en fait, on ne sait plus à quel sein se vouer. Et on se pose des questions en fait sur pourquoi j'ai fait une erreur, je suis pas bon, j'ai rien compris, au secours, maman, j'ai besoin d'aide. Et en fait, on arrive à se dire que JavaScript, c'est peut-être pas fait pour nous. Et JavaScript, en fait, il a été codé comme le PHP au début, avec les pieds. Et enfin, on commence tout juste à avoir la maturité d'un JavaScript qu'on attendait depuis longtemps. Ce qu'on trouve du côté back-end avec C Sharp, Java, surtout pas PHP, Ruby on Rails, pardon, donc Ruby, tous ces langages un peu mieux pensés que le PHP ou le JavaScript. Et le JavaScript, quand même, il commence à devenir mature. Alors, on a des super fonctionnalités qui arrivent là ces derniers temps. C'est de la folie, les spreads des anciennes, mais qui sont vachement bien, qu'on redécouvre en ce moment. Par exemple, les promises, les closures. Donc là, c'est plus un pattern, des choses comme ça. C'est génial, c'est franchement génial. Surtout quand on utilise un fetch avec une promise, c'est super. Moi, je trouve ça cool. Mais en fait, tous les navigateurs qui ont de l'ancienneté ne supportent peut-être pas notre dernière version du l'ECMAScript. Comment faire? Eh bien, rendu à la 9 ou à la 10, eh bien, on s'inquiète que celui de notre client, peut-être sous i 6, qui sait, oula, ce serait la folie, mais bon, ou i 8 ne supporterait peut-être pas.
Alors, ce serait bien de pouvoir avoir un système qui gère le support des anciens comme des nouveaux. En gros, j'aimerais déployer dans n'importe quelle version de ECMA et peut-être prendre la 5 ou l'ECMA 2015 et de se dire que l'ES 2015 c'est peut-être le mieux, donc l'ECMAScript 6. Ce serait quand même bien d'avoir cette valeur tampon en fait pour tout fichier qu'on génère. En gros, nous on code en dernière génération, puis en fait ça nous génère ce qu'on veut. Et Webpack il le permet en fait. Webpack étant notre générateur des fichiers JavaScript à générer, eh bien on va pouvoir dire avant génération, utilise un loader. Ce loader fait ton boulot et lequel à votre avis, soit TypeScript, soit Babel. Et oui, bon, TypeScript, c'est vraiment un langage dédié, avec un moteur TSC derrière, un transpiler dédié, un compilateur même. Ou autrement, on prend Babel. Et hop, ça y est, on prend un Babel loader et le tour est joué. Oui, monsieur, dame, ça y est. Il suffit de prendre une petite une petite règle de ce module et de dire, écoute, parce que c'est un module loader, et hop, ça y est, on est bon. On dit par exemple, tu cherches tous les JS, à part, par exemple, tous ceux qui sont dans underscore module, évidemment, ou dans Bower Component pour éviter des soucis de régénération de fichiers JavaScript. Et ça y est, le tour est joué. C'est génial, magnifique. Je trouve en plus que la doc de chaque document, chaque loader est vraiment bien faite. C'est hyper simple à installer, c'est un npm install -safedave ou un -d et hop, ça y est, le tour est joué. Donc voilà, moi c'est la première partie que j'aime bien, la deuxième. La troisième, c'est qu'on a une prise en compte, par exemple, très facile des chemins relatifs de tout ce qui appelle l'image. Vous prenez un fichier HTML que vous auto-générez avec un loader dédié, un plugin dédié, que vous, en plus, vous voulez appeler du CSS, qui sera chargé à chaud, donc dynamiquement, dans votre page HTML. Et en plus, dans ce CSS, vous souhaitez appeler une image qui sera, elle aussi, chargée à chaud, en tout cas, gérée dynamiquement. Dynamiquement. Comment faire tout ça? Eh bien, en fait, ça se fait assez simplement avec Webpack. Vous avez un CSS loader qui gère le loader des CSS avec le style loader pour bien gérer du style et pas juste du string. Et enfin, vous prenez un URL loader pour gérer les URL relatives. Et là, ça se fait tout seul. Quelques règles par-ci par-là à faire pour dire que c'est bien des JPEG que vous devez prendre ou des PNG. Et ça y est, ça fonctionne. C'est cool, non? Après, on va parler des source maps. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les source maps. En fait, j'ai l'impression que dans la communauté des développeurs et développeuses, il y a les expérimentés qui connaissent vachement bien les source maps. Il y a tous les devs web qui ne connaissent pas encore les source maps. Et quand je leur montre, j'ai l'impression d'être le messie, alors que je ne le suis pas du tout. Ça existe depuis plusieurs années. En fait, dans Chrome, quand vous faites F12 pour voir votre Chrome DevTool, votre débugger en gros, et tout ce qui fait un micro IDE de débugage du côté navigateur, eh bien, vous avez la possibilité d'activer dans les paramétrages, petit écrou sur la droite, les paramétrages, vous activez la gestion, la prise en compte des source maps. Un source map, c'est quoi? C'est un fichier qui vous dit, écoute, je te fais le lien entre ce que toi tu as géré comme JavaScript et le, entre guillemets, vrai JavaScript. Comme ça, lors du debug, tu débuggeras pas dans le fichier généré, qui est un peu moche, illisible ou incompréhensible, et tu pourras débugger dans ton fichier que tu as l'habitude que tu avais du côté développement. Avant génération. C'est quand même génial, non? Et en plus, on peut même aller plus loin. Si tu veux faire du TypeScript et que tu as envie de débugger en TypeScript du côté Chrome DevTool, alors que tu es du côté navigateur, après génération et appel de ta page HTML, eh bien, ça fonctionne grâce aux source maps. C'est quand même génial, non? Eh bien, ça, par exemple, Angular le fait très bien. Vous pouvez débugger avec Webpack du côté navigateur. Et ça, c'est juste délicieux plutôt que faire du console log à tout prix et à tout va. Alors que le console log est vraiment proscrit puisqu'en plus il est synchrone et pète toute votre gestion de la synchrone autant du côté Node.js que de la gestion asynchrone async promise. Eh bien, vous êtes content de le faire. Alors, comment ça se fait en Webpack? C'est super simple, monsieur, dame. Vous avez une option qui s'appelle DevTool. Vous choisissez l'outil de génération. En gros, le type de génération des source maps. Alors là, il y a le inline, il y a le source map simple, etc. À vous de choisir dans la doc. Ça se fait tout simplement. Juste comme ça. DevTool, et entre guillemets, ce que vous souhaitez. Code, pardon. Un autre point intéressant, troisième point intéressant, c'est qu'en fait, on a un système de chargement à chaud super efficace. On appelle ça le lazy loading, le chargement paresseux. Grosso modo, c'est quoi? Prenez par exemple jQuery, qui est un des plus beaux exemples. Plus bel exemple. On a jQuery que vous ne voulez pas charger au démarrage de votre page. Donc votre page s'affiche, se charge, est en train d'être interprétée du côté navigateur. Vous ne voulez pas le charger directement là. Alors vous le mettez en async, c'est une première possibilité. Vous pouvez aussi éviter de le faire en async.
Hey. Et vous pouvez le faire vraiment en async pur, en fait, géré après coup, grâce à un fetch en gros. Au lieu de créer votre loader asynchrone à vous, eh bien il suffit d'écrire import le nom de votre package et là vous le gérez en .zen. Donc en gros c'est une promise qui est renvoyée et tout est généré, prévu par Webpack. Just amazing. Après, bon, on a des plugins énormément. Il y en a à foison. Alors, des fois, c'est même un peu dur de s'y retrouver. Lequel prend, lequel est compatible. C'est peut-être l'un des points que je pourrais critiquer de Webpack. Mais bon, il y en a certains qui sont super sympas. Prenons un exemple, le Clean Webpack plugin, qui est vachement efficace quand vous voulez générer votre dossier de mise en prod ou même de dev avec tous les fichiers JavaScript auto-générés. Eh bien, vous voulez supprimer tous les fichiers avant régénération. Le Clean Webpack plugin est prévu pour ça. Vous tapez Webpack plugin et vous avez tout ce que vous voulez. Il y en a vraiment beaucoup. Déjà, dans la doc officielle, il vous en montre une bonne cinquantaine. 30 ou 50, je ne les ai pas comptés, mais il y en a quand même pas mal. Et on finira par un des points, moi, je trouve qui est merveilleux. C'est la prise en compte des environnements de dev. En gros, tout ce qui est environnement de configuration. Donc, vous avez de la dev, tout ce qui est développement, tout ce qui est staging, ou ce qu'on appelle l'intégration, recette, et la mise en production. Il y avait un moyen qui se faisait avant, et qui se fait encore toujours, c'est de se dire if node env est, donc ça c'est du Node.js, est prod, donc en gros une variable d'environnement passée lors de l'appel de Node.js, eh bien est en développement, à ce moment-là je fais telle action, et sinon je fais en prod. C'est vachement pas du tout lisible en fait dans la configuration. Et moi qui viens d'un environnement .NET, où en fait tout est pensé par configuration custom, en gros dédié par environnement. C'est-à-dire en gros on a une config dédiée pour la dev, une config dédiée pour la prod, une config dédiée pour le staging. Ça me fait bizarre de ne pas retrouver ça. Webpack, dans sa dernière version, surtout sur la doc, la doc officielle, nous invite à penser ça autrement. Comment ? Eh bien en fait on va avoir une configuration dédiée par environnement. On aura un webpackconfig.dev.js, un webpackconfig.prod.js. C'est extraordinaire. Il suffit d'avoir un Webpack Merger, donc c'est un package, Webpack Merge, vous l'appelez et après vous mergez les deux. Et le JS, ça se merge très facilement grâce au principe de prototypage. Et là, juste magnifique. Et après, dans votre package JSON, vous voyez, j'en ai des frissons tellement que c'est bon. Et oui, je parle bien du code. Oui, le code me fait souvent cet effet-là, mais on restera dans le contexte de l'informatique, programmation. Chacun y voit ses plaisirs où il veut. Je ne suis pas en train de regarder un on-time, je vous rassure. Et donc, dans les scripts de votre package JSON, vous avez juste à configurer par exemple votre dev et prod. Et là, appelle le config de prod et l'autre de dev. Et voilà, le tour est joué. Et il y a encore tellement de choses à voir. Mais déjà, si on part de cette base-là, vous vous sentirez à l'aise. Et si vous voulez des exemples concrets, j'ai créé un GitHub dédié. Vous allez sur github/evan-boissonneau. Oui, je n'ai pas mis sur Dev2BeCurious, ma foi. La flemme. Donc du coup, vous prenez ça sur Evan Boissonneau et je vous ai mis le lien dans l'article du blog qui est lié à ce podcast. Allez, je vous souhaite de belles aventures. D'ici là, codez bien. Surtout codez bien, apprenez bien. Profitez d'ailleurs de ces temps de confinement pour coder, pour même apprendre et s'amuser avec vos enfants autour du code. C'est super cool le code. On peut s'amuser même chez soi. Ça, c'est l'avantage comparé à faire du béton. Allez, salut, ciao.